Inès Bouzaïan, tu as grandi à Dijon. C'est ça. Cette année, tu finis ton master de recherche en littérature à l'Université de Bourgogne et tu prévois ensuite de te consacrer au concours de l'agrégation. C'est ça. Et tout ça dans le but de devenir enseignante et chercheuse à l'université. Oui, voilà. Ok. Donc on parlera un peu de tout ça, mais avant tout, je voulais qu'on revienne au début. Ok. Parce qu'en préparant notre conversation, je me suis demandé comment est-ce qu'on entrait dans la littérature. Je me suis dit qu'il y avait deux grands pôles, la famille d'un côté et l'école, majoritairement. Mais ça peut être beaucoup d'autres choses. Alors comment est-ce que toi tu dirais que ça a commencé ? Je pense que mon entrée en littérature a vraiment commencé, je pense, au collège. Voilà, dans ma famille, je suis la seule qui lit des livres, je suis la seule lectrice, et c'est vraiment tout bête. Ça partait donc d'un travail littéraire entre guillemets en 5e. Il fallait lire une œuvre, peu importe laquelle, dans une bibliothèque et la présenter. Une sorte de bookbox, donc je pense que tu vois ce que c'est. Ouais, j'ai fait ça aussi. Donc c'est ce genre de boîte qu'on présente avec la page de couverture, le résumé derrière, les personnages vers les tranches, etc. Et donc oui, j'ai commencé à lire, c'était Le Crime de Roger Ackroyd, d'Agatha Christie. C'était un livre que tu avais choisi ? Un livre que j'ai choisi, mais vraiment par pur hasard. Et je sais pas, j'ai adoré ce livre et j'ai continué. Et là, je me vois... je me remémore toutes ces années dans ma chambre en train de lire. Tu dirais que la littérature, elle a joué quel rôle à ce moment-là ? Si elle a joué un rôle, déjà, un rôle particulier. Surtout un rôle de refuge. Ouais. Et c'est vrai que c'est un des topos de la littérature, le refuge. Et c'est vrai que oui, j'étais quand même assez solitaire quand j'étais petite. C'est vraiment un refuge, je me sentais un peu seule. Un endroit où tu te sens bien. C'est ça. Ouais. Je me sentais bien, toute seule, dans les livres. Et je sais pas, c'est comme si je me construisais un nouvel univers littéraire. Hein. Mais c'était surtout les romans d'Agatha Christie. Vraiment, je les dévorais. Et c'est à partir de cette autrice que j'avais vraiment développé ce goût pour la littérature. Et donc oui, vraiment, là, je me vois petite, en train de me balader dans les bibliothèques, dans les librairies. Donc oui. Et on peut dire que ta passion, depuis ce moment-là, ta passion pour la littérature est devenue de plus en plus marquée. Oui, bah oui. Et pourtant, au lycée... Donc, tu choisis de faire un bac S, donc un bac scientifique. C'est ça. Et je me suis demandé si c'était un choix que tu regrettais ou pas. Pas vraiment. Pas vraiment. C'est vrai que, maintenant, vu que je suis littéraire, ça peut sembler bizarre de faire un bac scientifique. Mais en tout cas, non, je regrette pas. Enfin, j'ai quand même découvert un nouvel univers. L'univers des maths, de la physique, de la science. Sacré univers. Un sacré univers. Mais non, justement, c'est en faisant ce choix-là qui ne me convenait pas que je me suis rendu compte que la littérature était faite pour moi. Okay. Parce que après, voilà, en scientifique, j'avais plus de cours de littérature, mais j'avais des cours de philosophie. Et j'avais développé un manque en moi et que j'ai rattrapé après le bac. Mais oui, franchement, je me dis, c'était pas une perte, c'était pas un regret. J'ai découvert un univers qui ne me correspond pas, mais voilà, c'est en faisant des erreurs qu'on se rend compte de ce qu'on a réellement besoin. Donc voilà. Oui. Mais est-ce que tu as senti aussi une certaine pression une certaine pression qui t'a fait privilégier les matières scientifiques des matières littéraires de ta famille ou de tes amis ? Une pression, oui, après... Ou du moins que t'étais orientée ? Oui. Ouais. C'est sûr que, par exemple, j'ai fait scientifique pour faire plaisir à ma mère. Et puis après, concernant la pression, entre guillemets, de la famille, c'est sûr que, voilà, c'était assez mal vu. Et c'est encore un peu mal vu chez moi de faire des lettres. Oui, je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup. C'est vrai. Après, c'est très on dévalorise le monde des lettres, des sciences humaines, etc. Par exemple, du côté de mon père, ils sont tous ingénieurs ou qui travaillent dans le domaine de la médecine, du paramédical, etc. Donc rien à voir avec les lettres. Et oui, en fait, j'ai dû me créer un petit chemin, me frayer un chemin, une vocation pour les lettres, mais vraiment toute seule. Mais voilà, mon père m'a encouragée parce qu'il a vu que c'était vraiment mon domaine et il m'a toujours encouragée. Je trouve globalement que le choix de la littérature, moi en tout cas j'ai eu ce sentiment-là quand j'étais au collège et au lycée, était plutôt incompris.
Dans le sens où, moi, quand je lisais au collège et surtout au lycée, j'étais un peu minoritaire. Alors, j'étais pas tellement jugé par rapport à ça, mais oui, je dirais incompris. Oui, Je sais pas si tu clairement. l'as senti un peu Oui, je aussi. vois. Oui, parce que on a une façon de voir les choses autrement grâce au livre. Tu peux rentrer dans ce truc de l'intello, qui aime bien les livres. L'histoire de ma vie, en tout cas. C'est vrai? Oui. Ok. Et puis, oui, c'est vrai que, voilà, il y a cette étiquette de l'élève Oui, c'est ça. toujours dans son coin, Ouais. à la récréation, avec son petit livre. Peut-être que tu t'en fais partie. Je connais ça aussi, même si maintenant, bon, c'est assez loin. Oui, voilà, mais après, voilà, quand on est petit, quand on est lycéen, collégien, etc., c'est vrai que on est un peu mis de côté. Toi, en tout cas, tu t'es plutôt spécialisé pendant ta prépa, donc tu as fait trois années de prépa 3 ans. après le lycée. Mm. C'est à ce moment-là que tu t'es spécialisé dans la littérature? C'est ça. Ouais. C'est ça. Je me suis lancée dans les classes prépa, donc au lycée Carnot, et sans forcément savoir ce que j'allais faire. Je savais pas après le bac, je savais pas si je devais faire, je sais pas, une licence d'histoire, d'anglais, etc. Et donc oui, j'ai choisi prépa parce que je me suis dit c'est pluridisciplinaire, donc pourquoi Oui. pas. Mm. Et c'est à la fin de l'hypocagne, donc la première année, qu'il faut se spécialiser en spécialité lettres modernes, anglais, philo, espagnol, etc. Et j'ai choisi lettres modernes parce que ça me parlait, et je t'avoue que j'étais pas si... j'étais un peu emballée quand même à l'idée d'être spécialisée en lettres modernes, mais encore une fois, je savais pas forcément où j'allais. Et c'est vraiment à partir de cette spécialisation en lettres modernes que tout a commencé. Mais vraiment. Mais alors, c'est quel aspect qui t'a plu le plus à ce moment-là, qui a décidé ton choix? Quel aspect de la littérature, s'il y en a eu un? Oui, Peut-être. plusieurs, je dirais. Parce que c'est vrai qu'avant, la littérature, je le voyais comme refuge et comme manière de voir le monde en tant que monde du sensible. Et c'est vrai qu'avec la prépa, en me spécialisant, donc c'était plus précisément le commentaire littéraire des textes français postérieurs à 1600. Ok, d'accord. Assez précis. mais oui, j'ai découvert un nouvel aspect, surtout l'aspect analytique. Là, voilà, on passait des dizaines d'heures par semaine à commenter des textes de 1600 jusqu'à maintenant. Et donc, oui, en fait, j'ai développé une certaine forme de technicité. Et on a surtout mis en avant la technique et les techniques d'écriture du commentaire, tout en gardant cet aspect entre guillemets poétique et sensible de la littérature qui nous transporte. Tu parles d'un monde du sensible, et dans la littérature, il y a ce matériau humain. Alors, ça peut faire partie, en tout cas, je pense, de ce qui t'a plu, parce que tu m'as dit avant de faire cette conversation-là, que toi, ce qui t'était cher, c'était aussi les affects. Oui, bien sûr. Quand on lit, en fait, le livre, c'est un vecteur d'émotions, un vecteur de sentiments, de sensations. Et d'ailleurs, quand, par exemple, on parle du théâtre, il y a le doquere, plaquere, mais il y a aussi le moere. Donc, tout se meut en nous quand on lit. Et donc, oui, je parlais de technicité quand je fais des commentaires de texte, mais faut pas oublier cette part du sensible, parce que quand on lit, avant tout, c'est aussi pour se retrouver, aussi dans le livre, se questionner. Je pense que c'est peut-être 90% de ce qui est important dans un livre. C'est de sentir ce transport d'émotions. C'est aussi à travers tout ça donc que tu développes ta passion, mais donc par l'étude aussi, et ce que tu souhaites pour ton avenir, une profession. En réfléchissant un peu sur ces deux notions de passion et profession, je pense qu'on peut dire que sur la base de ta passion, tu veux en faire ton métier futur. Mais alors, je me suis demandé si le fait de cumuler un peu ces deux choses qui peuvent être opposées, ça permet de faire une espèce de mélange et d'arriver à un nouveau rapport à la littérature. Mais c'est peut-être pas quelque chose que tu perçois. Que je vais percevoir au fil du temps. Je pense le côté de la transmission. Parce que c'est vrai que les livres me transmettent énormément de choses. Mais je pense qu'en alliant passion et travail, parce que finalement, je serai en face d'élèves, je serai en face de personnes qui attendront des connaissances de ma part. Et c'est vrai que là, je vais développer d'autres problématiques.
c'est-à-dire comment transmettre ce que j'ai envie de transmettre et ce que le livre transmet. Et donc oui, après c'est sûr que ce sera beaucoup plus tard, donc je verrai bien comment mon rapport à la littérature va évoluer. Mais en tout cas, le seul mot qui me vient en tête, c'est la transmission. Et surtout comment établir par exemple des cours pour qu'on allie à la fois l'envie du professeur de transmettre, les informations transmises et le goût qu'on essaie de donner aux élèves en littérature. Donc tout va se mêler et là je t'avoue que c'est encore un peu loin. Oui, c'est un peu flou. Donc oui, oui, on fait comme on peut. T'appréhendes ou pas tout ça par rapport à toi, justement, à comment va évoluer ton rapport à la littérature et le plaisir que tu y prends aussi. Oui, j'appréhende, voilà, c'est sûr, parce que je sais pas forcément où je vais atterrir plus tard. Mais oui, j'appréhende beaucoup. Et après, je pars du principe que si on fait les choses avec passion, si j'ai cette même énergie, je pense que tout ira bien. Enfin, à partir du moment où on aime ce qu'on fait, il n'y a pas de souci. Et en tout cas, la littérature, c'est quelque chose qui m'anime depuis petite. Et je pense que je dois rester sur cette idée-là pour me rassurer plus tard. Parce que la littérature a été un refuge pour moi, a été une manière de me comprendre, de comprendre le monde, ce qui m'entoure. Et ce sera aussi une manière de voir comment je peux créer un rapport avec l'autre par la transmission. Donc oui, en fait, je grandis avec la littérature et ça a été toujours quelque chose de positif pour moi. Je me dis que j'ai pas de soucis à me faire. Oui, non, ça me parle tout à fait. Et puis, c'est ça qui fait toute la différence. Quand tu fais quelque chose que t'aimes, de toute façon, ça se ressent tout de suite. Et en littérature, et quand on veut enseigner, quand on veut faire de la recherche, je pense que c'est primordial, de toute façon. Clairement, ouais. Clairement. Puis même, par exemple, là, j'écris un deuxième mémoire. C'est vrai qu'un mémoire, ça prend 1 an. Donc, on a intérêt à aimer ce qu'on fait. Oui. Mais après, la littérature aussi, c'est une manière de découvrir de nouveaux mondes, de nouveaux aspects, de nouveaux champs littéraires. Et donc oui, voilà, il y a toujours ce rapport aussi à la nouveauté en littérature. On ne sait jamais tout en littérature, bien évidemment. On découvre toujours de nouvelles choses, de nouveaux prismes. Et parfois, c'est nous qui créons ces nouveaux prismes pour mieux comprendre certaines œuvres ou en découvrir de nouveaux. En fait, la littérature se renouvelle. Donc, oui, c'est ça qui t'intéresse alors. C'est ça qui m'intéresse, oui. Ouais. Et puis, en fonction aussi des époques, la littérature évolue. Et puis après, à l'avenir, on aura de nouveaux écrivains. Peut-être toi, j'espère. Oui, j'espère bien. Ça commence. Et donc, ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir aussi cette évolution, comment elle se matérialise. L'évolution de la littérature. Voilà, c'est ça. Ouais. Et je pense que c'est pour ça que je pourrais jamais me poser la question si cette passion pour la littérature va se taire, va s'arrêter, parce que justement, je suis toujours curieuse de comment la littérature va évoluer, et puis va évoluer dans quel sens, dans plusieurs sens, hein, si les formes du roman, les formes du théâtre, les formes de la poésie vont voir une certaine forme d'évolution, de transgression des règles, etc. Donc oui, il y a cette curiosité qui m'anime. Moi, en tout cas, de mon point de vue d'étudiant en lettres, c'est un sujet particulier parce que les professeurs en littérature, on pourrait se dire qu'ils sont même un peu parfois détachés justement pas de la réalité, mais de leur époque contemporaine. Parce que toi, tu tends à te spécialiser sur le théâtre de l'ultra-contemporain. Oui. Donc toi, en fait, t'es attaché au réel et à tout ce qui se passe en ce moment. Oui. Donc tu vois les choses de cette façon-là. Oui, oui, c'est sûr. Après, parce que donc en me disant ça, tu penses que les professeurs... ce que je veux dire, c'est que quand tu me dis que ce qui t'intéresse, c'est aussi de voir comment la littérature évolue en ce moment, est-ce que ça, c'est quelque chose qui t'est propre ? Ou est-ce que tu penses que quelqu'un d'autre qui va se spécialiser dans le XVIIIe siècle, est-ce qu'il va être attentif aux évolutions d'aujourd'hui ou pas ? Tu vois ? Oui, je vois. Je pense que ça dépend de chacun.
quand tu as dit que est-ce que c'est quelque chose qui est propre à moi, je pense que ça devrait être propre à tout le monde parce que on travaille le matériau littéraire qui est en constant changement, en constante évolution. Et je pense que par exemple en tant que professeur, même si je suis pas encore professeur, je pense tu peux te projeter. Je projette, mais je pense qu'on est quand même obligé de s'adapter justement à ce qui se passe actuellement. Et oui, après c'est sûr qu'il y aura des professeurs, mais aussi même des écrivains qui s'attachent aux anciennes, aux formes assez canoniques de la littérature. Par exemple, il y a des auteurs qui peuvent, par exemple dans le roman, par exemple, je sais pas, Maëlys de Kerangal, juste pour nommer qu'elle, qui essaie de faire de la littérature, pour moi, je pense qu'elle essaie de faire une sorte de littérature communicationnelle, parce qu'elle essaie de retranscrire une voix dans ses livres, notamment dans Réparer les vivants. Donc on sent qu'il y a une voix qui nous parle, et il y a une forme d'oralité dans son écrit, et dans cette oralité, on voit par exemple que les phrases, une phrase s'allonge en une page, sans ponctuation ni rien, donc il y a une forme de parole qui éclate, et il y aura d'autres auteurs, par exemple, qui vont justement ne pas accepter ce genre de technique d'écriture, et qui vont accepter plutôt une forme un peu plus entre guillemets ancienne, en utilisant par exemple des techniques d'écriture qui relèvent de la norme haute, c'est-à-dire par exemple, je sais pas, le subjonctif imparfait, l'utilisation du point-virgule, donc voilà, des choses qu'on n'a plus forcément l'habitude d'utiliser. Donc oui, je pense que il y a une sorte d'équipe qui s'oppose entre ceux qui acceptent le changement, qui acceptent l'évolution de la littérature et qui l'embrassent, et il y en aura forcément qui n'ont pas forcément accepté ce genre de choses et qui vont rester campés sur leur position. Et après voilà, je pense qu'après voilà, ça peut marcher aussi pour l'enseignement. Mais voilà, on garde pas le même professeur à vie, on découvre de nouveaux professeurs. Donc chaque professeur va nous faire découvrir un pan de la littérature, et j'aimerais montrer à mes élèves que la littérature, c'est pas que les œuvres canoniques que l'on voit en cours, mais aussi ce sont de nouvelles formes qui se créent et qui se renouvellent en permanence. Mais j'aimerais qu'on revienne à ton plaisir personnel par rapport à la littérature. J'aimerais te demander d'imaginer un peu voilà, la lectrice que tu étais au tout début, quand tu découvrais la littérature, et la lectrice que tu es aujourd'hui. Pour te demander, parce que déjà aujourd'hui, donc à force d'étudier, à force d'analyser les textes, est-ce que tu prends autant de plaisir qu'avant ? C'est une question qu'on me posait souvent. Je pense que oui, mais la forme de plaisir change. C'est-à-dire que quand j'étais au collège, par exemple, je lisais, mais je lisais avec, je pense, avec un soupçon de naïveté. Je découvrais les mots, je découvrais comment les mots s'agencent, et c'est vrai qu'avec le temps, quand on commence à se spécialiser un peu plus, quand on commence à accumuler les analyses en permanence avec la prépa, avec le master de recherche, etc., c'est vrai que là on développe autre chose. Et c'est vrai que parfois je m'en rends compte quand je lis. Quand je lis un livre maintenant, c'est vrai que je prends du plaisir, mais je peux pas m'empêcher d'analyser en permanence. Un réflexe analytique maintenant. C'est un réflexe analytique, tout à fait. Je me dis, c'est fou, cette proposition subordonnée, elle est à la fin et pas au début. C'est comme si la phrase se rallonge, la voix continue. C'est vraiment... en fait, ça vient tout seul. Ça vient tout seul, mais je prends plus de plaisir parce que je me dis quelles étaient les techniques d'écriture qui voulaient créer un effet attendu. Donc oui, je prends du plaisir, mais un plaisir autre. Oui, c'est ça, d'accord. Mais ça me permet de te donner... Alors, c'est un dramaturge qui a dit ça, mais j'ai pas retrouvé son nom. Dis-moi. Donc on dira juste dramaturge, mais lui il dit une chose intéressante, c'est que en ayant la connaissance des procédés littéraires, des procédés narratifs,
En fait, on prend toujours du plaisir à lire une œuvre. On en prend même plus parce que avant, on sait pas pourquoi on aime, mais grâce à ça, on le sait. Tu parlais beaucoup des émotions tout à l'heure. À tel moment, si j'éprouve de la tristesse, et toi, tu peux savoir pourquoi. Et tu peux savoir ce qui se passe dans le texte qui te donne ces impressions-là, peut-être. Oui, après, ça reste des interprétations. Quand on analyse, le but n'étant pas de retranscrire ce que l'auteur veut dire. Voilà, c'est ce que ma prof de spécialité lettres m'a toujours dit. On ne cherche pas ce que l'auteur veut dire, mais ce que le texte veut dire. Et c'est vrai que oui, par exemple, je sais pas, quand on a un monologue d'un personnage qui pète un câble, tout d'un coup, il y a la parole qui éclate. Et comment cette parole éclate ? Avec, je sais pas, l'absence de ponctuation, avec une pluralité de phrases exclamatives, etc. Donc oui, c'est vrai qu'on a entre guillemets, ce don, et c'est pas un don, ça se travaille, de voir comment des affects peuvent s'articuler. Et c'est vrai que c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça. Et parfois il se peut qu'on n'ait pas grand-chose à dire. Il faut juste se laisser porter. Le plaisir est double. Le plaisir d'analyser et de comprendre, mais en même temps le plaisir de se laisser transporter. Dans ton parcours de lectrice, quelles sont, selon toi, les œuvres qui t'ont marqué le plus ? Déjà, pour commencer, je dirais Agatha Christie. Oui. Je pense que sans elle, je sais pas si je me serais lancée en littérature, parce que c'est grâce à elle que j'ai découvert ce monde-là. Donc voilà, c'était des livres assez connus, Le Crime de l'Orient Express, le meurtre de Roger Ackroyd, etc. J'ai pas forcément de genre particulier. Ouais. Je dirais par exemple, pour donner que quelques noms, Discours d'un fragment amoureux. Okay. De Roland Barthes, ou encore Lettres d'une inconnue de Stefan Zweig, qui m'a énormément marquée. Okay. Ouais. Et après, je pense que ce qui m'a vraiment marquée, c'est aussi la littérature russe, avec Dostoïevski, Crime et Châtiment, ou encore le théâtre contemporain, et j'avais fait un mémoire là-dessus, c'était Clôture de l'amour, de Pascal Rambert. Donc on voit qu'il y a plusieurs genres, on a des nouvelles, on a des pièces de théâtre, on a des romans qui m'ont vraiment marqué. Mais ce qui les relie, c'est vraiment la force des sentiments qui sont véhiculés. Et pas tant la forme. Ça dit beaucoup de choses aussi, ça, sur toi. Tu me parlais de ce qui te plaisait dans la littérature, de faire toujours des découvertes. Et là, tout ce que tu me cites, c'est toujours assez varié et différent. Varié, tout à fait, tout à fait. Est-ce qu'on peut parler un peu de ton écriture ? Oui. Alors, toi, ce que tu développes, c'est plutôt une écriture qu'on pourrait qualifier d'universitaire. Oui, ouais. Oui, clairement. Mais comment est-ce que toi, tu pourrais définir, peut-être plus largement aussi, tes relations avec cette pratique de l'écriture ? Alors, c'est vrai que c'est une écriture assez spéciale. Dans le sens où ce n'est pas une écriture pour créer une œuvre en tant que telle, mais c'est une écriture analytique. Et c'est vrai que il y a certaines formes, certaines règles. Voilà, c'est assez très très construit. Et c'est pour ça que j'aime aussi, par exemple, écrire un mémoire. Donc on a introduction, plan. Oui, c'est très codifié dans la forme codifié. Et même dans l'écriture en tant que telle. C'est ça. Ouais. Et en fait, on est tout le temps à la recherche de l'essence des œuvres sur lesquelles on travaille, mais aussi la pertinence. C'est-à-dire que on n'écrit pas forcément pour communiquer une émotion, mais on est là pour communiquer une forme de cohérence, de pertinence de nos propos, tout en analysant justement le matériau langagier, le matériau littéraire. Donc c'est vrai que c'est une écriture assez... c'est une écriture autre. Et qui demande d'ailleurs des qualités. Ça demande des qualités très spécifiques. Ça demande d'avoir de la rigueur, par exemple, de la discipline. Exactement, ouais. Oui, déjà de la patience. Oui. Voilà. Oui. C'est vrai qu'il faut être patient et puis beaucoup de rigueur. Je pense que c'est ça qui me plaît en analysant des textes. Parce que oui, on peut tomber dans la paraphrase. Oui, ça demande d'être très précis. Ça demande d'être précis. Ouais.
dire qu'est-ce qu'il y a, en quoi ça traduit quelque chose et quel est ce quelque chose. Donc oui, c'est vrai que c'est assez rigoureux comme travail. Malgré que ce soit très codifié, est-ce qu'on peut parler de style? Oui. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as en tête avant d'écrire, par exemple, ton mémoire? Est-ce que tu te poses la question du style? Je me pose pas la question du style parce que le style vient de lui-même. C'est propre à chacun. C'est-à-dire que quand j'avais écrit mon premier mémoire et que une de mes amies l'avait lu, elle m'a dit bah c'est léger mais à la fois précis. C'est pas lourd, il y a une forme de légèreté mais en même temps une précision tellement forte pour pas me jeter des fleurs bien évidemment. Non, mais et puis c'est ce qui est important parce y a des écritures qui sont très très lourdes, très complexes et c'est important, je pense, d'arriver à être synthétique, d'arriver à être léger comme tu dis, mais tout en touchant des points ultra précis. Exactement. Ouais. Donc oui, c'est vrai que c'est assez particulier comme exercice, mais qui donne à voir la manière dont les étudiants et chercheurs travaillent. Et c'est vrai qu'il y aura peut-être des personnes qui vont analyser des choses de manière plus vague et qui vont se laisser transporter dans des interprétations beaucoup plus grandes. Et donc, ou sinon d'autres qui, comme moi, se limitent aux matériaux littéraires, mais qui essaient d'être au plus près du texte. Et c'est vrai que moi, j'écoute beaucoup le texte. Je donne beaucoup d'importance à ce que le texte me dit. Donc l'année dernière, tu as écrit ton premier mémoire. Donc tu traites du conflit et du commun à travers 2 pièces. Oui. Dans la solitude des champs de coton. Donc Bernard-Marie Coltès et Clôture de l'amour de Pascal Rambert. Oui. C'était ton plus gros projet d'écriture, est-ce qu'on peut le dire comme ça? Oui, ouais. Clairement. C'était un écrit assez conséquent. C'était mon premier mémoire. Oui, c'est mon premier bébé. Ouais. Et donc oui, clairement, c'était ma première aventure, grande aventure littéraire. Et c'est vrai que c'était un peu la chasse à l'information. Et c'est vrai que dans le travail, dans l'écriture universitaire, ce n'est pas que le style, ce n'est pas que l'écrit, ce n'est pas que la rédaction, c'est aussi beaucoup de travail de recherche. Et donc là, c'est beaucoup de lecture de manuels, de livres, mais c'est aussi, et j'ai la chance d'avoir des auteurs vivants, parce que j'ai pu voir par exemple Pascal Rambert, donc, le traquer et l'interviewer tout simplement. Et c'est vrai que oui, ça m'a donné aussi une manière de voir la littérature autrement aussi. Parce que c'est vrai que j'ai toujours été habituée à moi face aux mots. Et je le suis encore. Mais c'est vrai que c'est différent quand on voit l'écrivain face à toi. Et parfois, les visions se mêlent et divergent, tout simplement. Dans ce projet de mémoire, est-ce que tu as ressenti des difficultés? Oui. Ouais. Oui. Elles se situent où, ces difficultés? Sur comment articuler certains points. C'est vrai que j'ai travaillé sur le conflit et le commun, mais déjà comment dire le conflit et le commun. Et c'est vrai que parfois on a envie de dire des choses que le texte ne dit pas, malheureusement. Et c'est ça le gros problème en recherche en tout cas. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs problèmes. Déjà dire ce que le texte ne dit pas. La paraphrase. C'est toujours compliqué, on a du mal à sortir des mots pour essayer de donner une interprétation beaucoup plus pertinente et vaste. Et donc oui, je pense que ce sont vraiment les 2 problèmes principaux. Est-ce que ça t'a permis d'en apprendre plus sur toi-même, sur tes capacités à rédiger, à rechercher, clairement. Ou sur d'autres points? Oui, surtout la rédaction. C'est vrai que ça nous tient en haleine en permanence. Donc voilà, écrire en peu de temps. Donc on n'a même pas 1 an, on a moins d'1 an pour écrire un mémoire. Toi, tu trouves ça peu? C'est peu, mais tant mieux, j'ai envie de te dire. Ouais. Parce qu'en fait, il y a l'imminence de rendre le projet à temps. Donc c'est vrai qu'on doit à la fois articuler la pertinence de nos écrits, comment rédiger la chose et chercher l'information en permanence.
dans les livres, etc. Donc en fait, c'est une course à l'information, c'est une course d'écriture. Donc oui, c'est vrai que j'ai gagné encore plus de rigueur. Mais en même temps, j'ai beaucoup appris grâce à l'écriture d'un mémoire universitaire. Mais ça m'a aussi, j'ai appris, mais j'ai aussi renforcé. C'est surtout ça. C'est surtout le renforcement de compétences que j'ai déjà développées en prépa. Et bon, sur ce qu'on avait aussi un peu dit, c'est que tu développes un fort attrait pour le commentaire de texte. Est-ce que tu as la sensation ou la conscience, parce que moi c'est comme ça que je le vois, mais par l'analyse, de dépasser le point de vue de l'auteur? Parce que je considère qu'il peut pas être conscient de toutes les dimensions de son texte et de sa réception. Donc est-ce que toi tu as ça en tête quand tu analyses un texte aussi? Oui, bah bien sûr, on dépasse plutôt le Ouais. point de vue de l'auteur. Et puis justement, je pense que ça fait aussi partie du projet d'écriture entre guillemets de l'auteur, parce que l'acte créateur, c'est-à-dire écrire le livre, en soi, c'est une étape. Quand il le publie, ok, mais c'est pas fini. C'est pas fini parce qu'il y aura il y a les autres derrière, c'est-à-dire les lecteurs, les analystes, si on peut dire ça comme ça, les professeurs qui transmettent cet écrit. J'analyse et le lecteur, en fait, on est tous des lecteurs, sauf qu'on est des lecteurs assez différents. Par exemple, quelqu'un lambda dans la rue le lit. Moi, j'analyse, mais donc pour revenir à ta question, en fait, c'est une continuité de l'écriture de l'auteur, parce que certes, il a l'écrivain a un point de vue, il a une visée, je pense, un dessin, mais par l'interprétation des textes, pour moi, je pense que c'est la deuxième partie de son écriture. D'accord, ok. Donc voilà, on est là pour finir le travail, entre guillemets. Et encore, finir le travail, je dirais pas ça, parce que quand on analyse quelque chose, quand on interprète, en soi, c'est propre à chacun, finalement. C'est-à-dire que je perçois une chose de manière précise, mais un autre universitaire va se dire, bah non, j'ai pas vu les choses comme ça. Et je pense que l'analyse permet de continuer l'écriture de l'auteur, mais nos analyses constituent finalement une mosaïque de perspectives, de perception aussi de l'écriture. Et je pense que l'écrivain qui écrit doit embrasser cette dimension-là. Ce que je comprends, c'est que donc un texte, il peut pas être détaché de ses lecteurs. C'est ça, bien sûr. Le lecteur, c'est l'acteur principal d'un. Il y a plusieurs écrits théoriques qui ont été développés par autour de la figure du lecteur. Par exemple, on a Umberto Eco qui parle de lecteur modèle. On a toujours cette théorie de la réception. Et cette théorie de la réception est plurielle parce que on est tous différents, on a tous des affects différents et ça dépend aussi de nos manières de percevoir la littérature. On a tous une histoire différente. Je t'ai parlé de la littérature comme refuge pour moi. Donc peut-être que parfois cette dimension-là de ma vie a pris le pas sur certains points, certaines thématiques. Ça revient aussi à poser la question de la responsabilité du sens. Est-ce que tu penses qu'elle est du côté de l'auteur ou plutôt du lecteur ? Je pense qu'elle est du côté de... On n'a pas cette... je pense qu'on n'a pas la réponse. Ouais. En fait, c'est ça. Ça peut être les deux aussi. Ça peut être les deux, oui. Je pense que c'est les deux. Bah oui, dans tous les cas, c'est les deux, parce que les deux lisent le texte. Mais il y a toujours quelque chose de l'ordre de l'insaisissable en littérature. Parce que les mots, finalement, peuvent nous échapper. C'est-à-dire que l'écrivain écrit quelque chose, mais parfois il essaie de chercher ses mots, il essaie de s'adapter aux mots, tu vois. Oui. Et le lecteur, justement, ne peut voir que la vision, ne peut percevoir le livre qu'avec les mots. Donc c'est les mots qui essaient de donner du sens au lecteur pour qu'il comprenne justement ce livre. Je sais pas si c'est très clair, mais en tout cas, on est toujours soumis aux mots.
Et je pense que ce sens-là, le sens du livre qui nous est donné, oui, et du côté de l'auteur, bien évidemment, parce que c'est lui qui crée ce livre, mais c'est aussi du côté du lecteur, parce que c'est le lecteur qui perçoit le livre d'une certaine façon, mais on ne pourra jamais saisir la totalité du sens de ce livre parce qu'il y a plusieurs dimensions qui peuvent nous échapper. L'auteur n'a pas forcément tout le recul pour percevoir son écrit et le lecteur ne pense pas forcément à toutes les dimensions d'un livre. Donc oui, je pense que le sens est de notre côté, que ce soit le lecteur ou l'auteur, mais il n'est pas total. Et il y aura toujours quelque chose qui nous échappe. Et c'est pour ça que on est là pour interpréter les textes. On essaie de mettre une petite pierre à l'édifice pour essayer de construire le sens total de ce livre qui ne sera jamais total finalement. Et au niveau du sens, c'est même peut-être encore plus complexe que ça parce que on parlait un peu des œuvres passées tout à l'heure et des évolutions actuelles. Mais suivant l'époque dans laquelle on se situe, on va peut-être pas lire les livres de la même façon, les livres qui ont été écrits avant. C'est ça. Donc en fait, c'est une évolution. C'est une évolution permanente et il faut toujours, faut pas oublier de contextualiser en permanence. Concernant ton avenir, enseignante, chercheuse, ce que tu aimerais faire? J'aimerais. Ouais. Qui sont deux métiers différents. Oui. Oui, tu vois comme ça. Oui, deux métiers différents. Ouais. Oui. Après, voilà, je sais pas si je serai à l'université plus tard. Ouais. Peut-être que je serai prof au collège, au lycée. Mais ce que tu veux. Mais ce que j'aimerais, oui, ce serait sûr. C'est sûr que c'est l'université. Bon, ça arrivera alors. Ça arrivera. L'enseignement, est-ce que tu dirais que c'est une vocation pour toi? Je pense que oui. Ouais. Clairement. Ouais. J'ai toujours voulu transmettre à l'autre. Ce que je perçois. Déjà à l'échelle familiale, avec mes sœurs, par exemple, qui sont quand même assez petites. D'accord. Okay. Et c'est vrai que quand on m'appelle pour faire des commentaires de texte, quand on m'appelle pour essayer de comprendre un livre, etc., je suis la première à dire allez, assis-toi, c'est parti. Ouais, mais c'est une figure forte. C'est une figure forte que tu endosses. Hein. C'est vrai. Ouais. Et par exemple, il y a un mois, ma petite sœur qui est en seconde, qui travaille sur Thérèse Raquin, qui est un de mes livres préférés. Eh bien, j'étais tout de suite captivée par la chose et c'est vrai que je m'arrêtais plus. Et je pense aussi, je suis assez patiente comme personne. Et je pense que il faut être patient quand on est prof, avec les élèves. Ouais. Parce qu'on n'avance pas tous au même niveau, on comprend pas tous les choses au même moment. Donc oui, il faut savoir aussi écouter l'élève et écouter le livre. En fait, on écoute tout le monde finalement. Ouais, vous êtes à l'écoute. On est à l'écoute. Partout. Tu m'as dit quelque chose quand on en avait discuté pour préparer cette conversation. Tu m'as dit que toi, ce qui te plairait, c'est d'apprendre aux autres, d'apprendre à observer. Oui, c'est vrai. Comment est-ce que tu le conçois, ça? Apprendre à observer, oui. C'est ce que tu m'avais dit. C'est vrai, oui, tout à fait. En fait, j'ai envie, en tout cas pour mes élèves, mes futurs élèves, oui. Je veux leur apprendre à écouter le texte. Et c'est vrai que le texte a quand même, le texte en tant que tel, quand je dis le texte, voilà, c'est vraiment essayer de leur montrer qu'il faut prendre une certaine posture d'humilité face aux mots et l'écouter patiemment. Et c'est un peu bizarre dit comme ça, mais c'est vrai que j'ai pas envie de leur faire lire quelque chose à la va-vite. On fait un petit commentaire, allez au suivant. Parce que je pense que c'est pas comme ça qu'on doit procéder. Et j'ai vraiment envie de prendre le temps avec ces élèves. Et oui, je pense que c'est aussi une compétence qu'on m'a fait découvrir, et notamment en prépa. C'est encore une fois observer. Parce que finalement, quand on analyse un texte, on est à la fois dans l'action, mais un peu dans la passivité. C'est-à-dire que oui, on est devant le matériau langagier, et en fait, on est juste silencieux.
avec un stylo à la main. Et on essaie de sentir toutes les choses qui traversent et qui cristallisent le texte qui nous est donné. Et j'ai envie, du moins je l'espère, que mes élèves arrivent à atteindre ce niveau de sensibilité à un degré supérieur pour essayer de développer des compétences qui relèvent de l'analytique. Et de se rapprocher au plus possible du sens. C'est ça exactement. Donc oui, je pense que j'ai envie de leur transmettre cette patience face aux mots. Et et développer ce sens de l'observation qui est très précieux et très 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 important pour comprendre l'essence même d'un écrit. Je me permets une question à ce propos-là, et si je veux englober tout ce que tu dis sous le mot de pédagogie, est-ce que en tant que professeur, c'est quelque chose qu'on apprend plutôt sur le tas, ou comment est-ce que ça se passe? Est-ce que tu t'y es déjà intéressé? Parce que là, tout ce que tu me dis, c'est des choses que toi, tu as en tête, mais par toi-même, intuitivement, si on peut le dire comme ça. Oui, c'est ça. Ça se passe comme ça, en fait. Oui, en soi, Ouais. oui. Puis même, en fait, ça dépend où tu te spécialises. C'est-à-dire que moi, j'ai décidé de faire un master de recherche. On nous apprend pas forcément la pédagogie. On nous apprend l'histoire littéraire, on nous apprend énormément de choses très intéressantes. Mais c'est vrai qu'on ne m'a jamais dit devant un élève, il faut faire telle ou telle chose, il faut s'adapter, l'écouter, etc. Je pense qu'après, après, il y a des masters pour ça, par exemple le master MEF. Oui, c'est vrai. Ouais. Qui est plus qui accentue plus la dimension pédagogique. Mais après, je pense que quand on se lance dans la recherche, c'est un travail à faire sur soi-même avec le temps. Et c'est pour ça que ce qui est pour moi la beauté du métier de professeur, c'est qu'on apprend aux autres, mais on apprend aussi sur soi. C'est-à-dire que on a des élèves devant nous, c'est assez surprenant. Et qu'est-ce qu'on fait? Et en soi, c'est une performance d'être professeur. J'attends ça avec impatience, parce que je me dis comment je vais amener les choses, mais c'est une performance qui m'intéresse. T'es pas du tout obligé, mais est-ce que tu veux parler un peu de ce que tu fais en ce moment, de la rédaction d'un second mémoire? Second mémoire, oui. Oui. Est-ce que tu veux en parler, dire quelques mots là-dessus? Pas de souci. Alors, je travaille sur le théâtre de l'ultra-contemporain. Des pièces publiées en 2020 et 2022. Donc, très très récent quand même. Et là, je travaille sur 2 auteurs, qui est Jérôme Richer, qui est suisse et qui a écrit Si les pauvres n'existaient pas, faudrait les inventer. Et donc là, c'est une pièce, c'est une pièce de théâtre où est narré plusieurs vies fragmentées de plusieurs personnages pauvres. Et en fait, ce dramaturge lie à la fois le caractère engagé de la littérature, mais aussi un côté satirique, ironique, face à la bureaucratie suisse, face aux pauvres. Je travaille aussi sur une autre pièce de théâtre d'un dramaturge belge qui s'appelle Manuel Antonio Pereira, mais qui vient du Portugal, qui a écrit Capital Risque. Et donc là, tout autre univers, on se trouve à HEC Paris, avec des étudiants sortis de classe prépa, et un but dans la vie, réussir. Et donc là on va voir que ces personnages sont là pour la gagne en permanence, mais ce qui est assez intéressant, c'est que ils sont là pour la gagne, mais quelque chose se crée en eux et se développe la métaphore du feu, d'un incendie intérieur, et en effet ils mêlent les apparences que l'on peut donner en société, cet esprit de compétition, etc. Mais certains personnages ne se sentent pas à leur place. Et donc là se crée toute une réflexion sur la liberté et le déterminisme. En fait, on fait telle ou telle chose, mais est-ce qu'on a vraiment envie de le faire ? Et en plus, on le retrouve aussi
si les pauvres n'existaient pas, faudrait les inventer. Une forme de frustration qui se transforme en feu en eux, une sorte de braise qui s'enflamme peu à peu, parce que oui, par manque de soucis que l'on porte aux pauvres, se crée toute une problématique sur le rapport au monde, le rapport à soi, le rapport à l'autre, entre acceptation et rejet, entre mépris social et quête de l'identité. C'est assez vague, dit comme ça, mais ce sont vraiment des problématiques qui m'ont intéressée. J'aurais hâte de lire tes recherches parce que moi, de mon point de vue d'écrivain, je suis très sensible voilà, aux travaux de recherche parce que ça me donne des pistes ensuite pour moi pour écrire. Oui. Donc voilà, c'est aussi, ça permet aussi ça et tout à l'heure on en parlait un peu, mais oui, ça pose une pierre dans l'édifice du sens et de la compréhension et après de pouvoir explorer différentes voilà ce que tu peux observer en tout cas dans ce que tu analyses. Oui. Merci à toi Inès. Eh ben, je t'en prie.